Lucas Deparis, cofondateur et membre fondateur plutôt de Decidemos et de Décidons nous-mêmes. Bonjour Lucas Deparis. Bonjour Jean-Édouard. Merci à vous d'être des nôtres aujourd'hui et de venir nous parler de ces deux mouvements ainsi que de démocratie, puisque c'est, semble-t-il, le sujet qui vous préoccupe le plus et je pense qu'il préoccupe également nos auditeurs très impliqués dans le monde de la politique. Alors, pouvez-vous nous expliquer en soi, très rapidement, la différence qu'il pourrait y avoir entre Decidemos et Décidons nous-mêmes, les deux mouvements dont vous êtes fondateur et membre? Alors Decidemos, on l'a créé en 2018, suite à des réunions en particulier pour les élections municipales qui allaient venir. Et comme il y avait les européennes, on s'est un peu focalisé là-dessus. On a créé carrément un parti politique qui avait comme principe de fonctionner démocratiquement pour instaurer la démocratie. Donc il y avait vocation d'amener la démocratie dans les institutions républicaines. Voilà. Alors, en particulier de décider de nous-mêmes qui sont les candidats par l'Assemblée générale des membres. Et après, on a créé Décidons nous-mêmes en 2019, après avoir discuté avec d'autres groupes constitués, dont des partis, pour se rassembler avec des partis ou des groupes qui ne sont pas des partis et qui ne fonctionnent pas forcément aussi démocratiquement en interne, mais pouvoir se rassembler sur le but d'instaurer la démocratie, en particulier le référendum d'initiative citoyenne et d'autres buts, d'autres techniques qui constituent la démocratie. D'accord, donc du coup, en fait, Decidemos est un parti politique et Décidons nous-mêmes une sorte de plateforme de coalition. Voilà, c'est une sorte de ce qu'on appelle une association de fait, c'est-à-dire qu'il y a des statuts qui nous imposent en particulier que nos candidats relayent la volonté populaire et qu'ils soient désignés par une primaire, comme ouverte aux citoyens qui veulent la démocratie. Donc c'est très ouvert, c'est pas des membres d'un parti qui décident, même pas une oligarchie d'un parti, c'est tous les citoyens qui veulent la démocratie qui pourront décider de leur candidats en fonction des élections, c'est-à-dire dans leur municipalité ou pour les élections européennes ou d'autres élections. D'accord. Alors, vous, en tant que membre fondateur de Decidemos et de Décidons nous-mêmes, qu'est-ce qui vous a mené à vous lancer dans des mouvements axés sur la démocratie? Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui a, chez vous, déclenché cet activisme politique? Alors, ça revient très longtemps parce que quand j'étais étudiant, j'ai toujours cherché la vérité, le sens des mots. J'ai fait des études de sciences du langage. Je voyais déjà que le langage était un peu biaisé. Quand on parlait de démocratie pour nos institutions, je voyais qu'il y avait des éléments monarchiques avec le président de la République, il y avait des éléments oligarchiques, c'est-à-dire qu'il y avait un petit groupe qui pouvait décider, en particulier les députés, les ministres. Pire, voire même les hauts fonctionnaires. Voilà. Et puis il y avait aussi un élément fondamental qui était en fait la plutocratie, c'est-à-dire qu'il y a le financement des partis politiques, il y a ceux qui possèdent les médias qui influencent, qui disent que tel candidat, ça va être très nouveau, ça va être totalement différent, comme ils ont fait pour faire émerger Macron, qui était un inconnu 3 ans auparavant. Et donc il y a eu cet aspect-là. Il y a aussi un aspect, comme je m'intéressais aux sciences et à la médecine, moi-même quand j'étais étudiant, j'étais cobaye pour l'industrie pharmaceutique. Je voyais que les procédures scientifiques étaient bancales. Après, j'ai découvert l'affaire Beljanski. Beljanski, c'était un grand biochimiste à l'Institut Pasteur qu'on a persécuté car il avait trouvé des traitements intéressants contre le cancer dont Mitterrand a bénéficié pour pouvoir finir son deuxième septennat. Cet homme, à 73 ans, après 133 publications scientifiques, s'est retrouvé les menottes au poignet, persécuté, 2 ans sans pouvoir accéder à ses travaux. Il s'est même laissé mourir à cause de ça. D'accord. Donc j'étais révolté par ça. Donc je voyais qu'il y avait une sorte de trahison des élites. C'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir ont tendance à le confisquer, à utiliser tous leurs moyens financiers, leur jargon, leur autorité, pour empêcher la population d'accéder à des inventions qui sont intéressantes. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils font tout pour le garder, en fait, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que les grands arbres empêchent les petites pousses d'émerger, alors qu'il y a des tas de choses qui existent déjà et qu'on pourrait utiliser pour le bénéfice de tous. Et parfois, un gros incendie permet de... On verra. Donc, pardonnez-moi, nous avons déjà reçu ici Philippe Ponge, que vous connaissez, du mouvement constituant populaire. Y a-t-il une proximité, une communauté de pensée entre Decidemos et le MCP ou entre Décidons nous-mêmes et le MCP? Tout à fait. Philippe Ponge, je le connais depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une première liste aux européennes de 2014 qui s'appelait Démocratie réelle, où en fait les citoyens qui allaient être les candidats ont été désignés par tirage au sort parmi des milliers de gens qui s'étaient présentés. Et c'est là que j'ai rencontré Philippe Ponge. Et auparavant, moi j'avais entendu Étienne Chouard en 2011 sur Radio Ici Maintenant parler du tirage au sort et je me suis dit justement ça a été le déclic pour moi. C'est intéressant plutôt que de passer par l'élection. Il y a
la technique du tirage au sort dont parlent tous les philosophes anciens d'Aristote à Montesquieu en passant par Spinoza, Mhm. qui est du registre de la démocratie. Et on nous le cache, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde leur définition, on voit que la démocratie, il y a du tirage au sort, alors qu'un système où celui qui a le pouvoir, il a par l'élection, ils appellent ça une aristocratie élective. Mhm. Voilà. Et donc, avec le MCP, il y avait l'idée justement d'instaurer une nouvelle constitution. Nous, on l'a aussi. On l'a, moi en particulier, je suis dans cette optique-là, cette stratégie d'y aller par les élections, de un peu hacker les élections, c'est-à-dire utiliser ce système où les gens... Ouh là là, ok, pardonnez-moi de vous couper. Nous sommes sur Radio Courtoisie, donc Alors, on va dire pirater, voilà. Pirater, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme... On est dans une position où on n'a pas le pouvoir, Mhm. mais il y a des éléments qui permettent il y a des armes de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on est contre ce système des élections où celui qui est élu fait ce qu'il veut pendant 5 ans, Mhm. mais au moins on a le moment où on peut présenter des candidats qui s'engagent à relayer la volonté populaire, qu'on peut Mhm. faire par consultation, par un site internet ou par des réunions. Une forme de mandat impératif, sauf qu'en France, normalement, le mandat impératif, c'est, sans être totalement illégal, impossible à mettre en application, puisqu'une loi l'en empêche. Alors, l'article 27 de la Constitution est très intéressant, qui dit que tout mandat impératif est nul. Mhm. En fait, c'est les politiciens qui se sont signés en fait un chèque en blanc. C'est-à-dire que ce serait illégal, anticonstitutionnel de faire une loi qui leur reproche de faire le contraire de leur programme. D'accord. Voilà. Mais par contre, il y a la phrase suivante qui dit que tout député s'engage librement à agir, en gros. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'empêche pas qu'un candidat ou un député s'engage à relayer la volonté populaire. Le seul problème qu'on a, c'est qu'effectivement, il peut trahir cet engagement et continuer à faire ce qu'il veut. Mhm. Mais dans ce cas-là, il aura trahi notre engagement. On peut l'exclure de notre mouvement, lui jeter l'opprobre, mais on ne peut pas actuellement l'empêcher de continuer son mandat. Absolument. Et surtout, quand vous parlez de programme, par exemple, effectivement, ne sait-on jamais, mettons même que l'individu en question élu respecte à la lettre le programme tel qu'il l'avait présenté, proposé à ses électeurs. Il s'avère cependant que, malgré tout, dans l'hémicycle, cet élu soit amené à voter pour des choses qui n'étaient pas dans son programme, qui n'étaient pas prévues dans son programme, des choses qu'il n'avait pas pensé pouvoir être mises au vote. Et à ce compte-là, il va se retrouver à voter, prendre une décision, alors qu'il n'aura pas consulté ses électeurs. Alors il y a une possibilité à utiliser, c'est utiliser une sorte de plateforme de votation qui permet de demander aux citoyens ce qu'ils veulent que notre député vote. Oui, mais alors les plateformes de votation, les plateformes électroniques, on sait qu'elles peuvent être comment dire, biaisées. Alors qu'idéalement, finalement, ce serait le mieux serait un vote sur bulletin habituel, un bulletin de papier, ou que sais-je encore, même à la mode athénienne, une boule blanche, boule noire dans une urne. En fait, on n'aura pas les moyens de faire des référendums pour tout de façon physique sur bulletin papier. Hein. Effectivement, les députés prennent des décisions très fréquentes et ce serait difficile. Après, si on veut aller aussi plus vite, on peut avoir une désignation d'une centaine de citoyens tirés au sort qui seront statistiquement représentatifs de la population pour les votations qui sont, disons, des votations secondaires, mais qui sont fréquentes. D'accord, effectivement. Et d'ailleurs, j'imagine que vous pensez peut-être que les gens qui auraient peur de ce genre de système, se disant que finalement le quidam tiré au sort ne serait pas apte à décider de manière efficace pour un problème politique ou social important et engageant la population sur une trajectoire comment dire, importante. Je dirais seulement que la plupart des députés ne sont pas tellement plus futés que le Vuncumpecus que je suis. Oui, tout à fait. Moi, j'avais lu que, par exemple, les députés sont très peu au courant de quels sont les mécanismes économiques, quels sont les systèmes de la création monétaire. Très peu de Français en sont informés, Mhm. mais eux aussi, ils le savent très très peu. Donc, en fait, ce qu'ils font qu'ils sont députés, c'est qu'ils remplissent ce qui a été décidé par un parti, par les financiers d'un parti, une ligne, etc. Et c'est juste les meilleurs du casting pour un scénario qui est déjà fait. Mhm. Mais en fait, quand les citoyens devront décider dans un cadre démocratique, ils seront un peu comme des jurés d'assises. Ils seront confrontés également aux arguments de la défense et de l'accusation.
Mhm. Il y a un principe qui est important en démocratie, c'est l'iségorie, c'est-à-dire l'égalité d'assemblée. Alors définissez iségorie, oui, là, s'il vous Alors, plaît. iségorie, c'est l'égalité, Mhm. et gori, c'est l'agora, c'est l'assemblée. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, ces citoyens doivent être confrontés de façon égale à des arguments pour une mesure et contre une mesure. Donc à charge et à décharge. Tout à fait. Et justement, dans les médias, si on était dans une démocratie, eh ben, il y aurait une audience qui serait calculée par le CSA quand il y aurait un référendum, par exemple. L'ARCOM maintenant. Oui, l'ARCOM, tout à fait. Et qui analyserait quelles sont les audiences des arguments pour et des arguments contre. Mhm. Et les citoyens, à partir de là, ils seraient juges en entendant les arguments de chacun. Voilà. Oui, malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. Espérons que ne serait-ce que Décidemos ou Décidons nous-mêmes, avec une coalition d'autres partis ou d'autres mouvements, amène à ce genre de mise en place. Alors bon, pour en revenir à notre sujet principal, nous sommes bien d'accord et pour être véritablement précis à l'égard des auditeurs de Radio Courtoisie, Tocqueville et sa démocratie en Amérique ne sont pas votre tasse de thé. Non, tout à fait. En fait, le mot démocratie a eu une définition qui était proche de l'étymologie pendant 2000 ans, d'Aristote jusqu'à Montesquieu et Rousseau. Et ce qui s'est passé, Demos Kratos. voilà, c'est la souveraineté de la population et les élections, c'est-à-dire que c'était une compétition où le meilleur en ressortait le souverain, et c'était aristocratique. Et bon, les élections, c'était pratiqué. Ah mais ça c'était avant Clisthène. C'était une définition qui est restée d'Aristote à Montesquieu, Rousseau. Donc en 2000 ans, c'était après Clisthène. Hein. Donc la définition était vraiment stable. Du Demos Kratos ou de l'aristocratie? Des deux. D'accord. Des Parce deux, que, ouais. il me semblait qu'à Athènes, il n'y avait pas vraiment de compétition pour appartenir au Parlement consultatif. C'était un tirage au sort, Ah justement. bah là, c'était la démocratie. Oui, d'accord. La Ah oui, démocratie, là, vous parlez des... l'aristocratie était liée à l'élection. Mhm. Voilà. D'accord. Et Sieyès, quand il a fait sa constitution de 1791, il disait que la France ne devait pas être une démocratie. Ça doit être un gouvernement représentatif. Donc, il gardait le sens du mot. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est exactement en 1800 aux États-Unis, il y a eu la création du Parti républicain démocrate. Donc le système était déjà électoral, depuis la Constitution de 1776, et par électoralisme, un parti s'est dit démocrate. Mhm. Et après, Tocqueville, Tocqueville, qui allait aux États-Unis, a importé cette nouvelle langue. D'accord. Lui-même qui était antidémocrate, qui n'aimait pas du tout le système de la démocratie, il a utilisé ce mot, et il a été utilisé par tous ceux qui veulent garder le pouvoir en prétendant que c'est une démocratie, alors qu'en fait, il y a tous les biais qui font que ce n'est pas les citoyens qui décident. Ce n'est pas le cas, effectivement. Donc la novlangue existait depuis bien plus longtemps que ce que nous pouvions penser. Oh bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont le pouvoir, ils ont le langage et peuvent le modifier à leur sauce. Alors, en résumé, selon vous, il y a bien un distinguo à faire entre république et démocratie. Alors, moi, je reviens toujours à l'étymologie pour qu'il n'y ait pas de la novlangue. La république, ça veut dire la chose publique. Donc, on peut dire que même là, on n'est pas en république. Par exemple, il y a du lobbying. Le lobbying est autorisé à l'Union européenne, à Bruxelles. Il y a des tas d'immeubles où il y a des lobbying, c'est-à-dire des gens des groupes de pression. C'est plus que des groupes de pression. Parce que qu'est-ce que c'est un lobby? Ça veut dire c'est le corridor. Ça veut dire que c'est pas dans la chambre que se passe la décision, mais dans l'antichambre. Oui, c'est plus imagé, effectivement. C'est dans l'antichambre. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des décisions qui se passent en secret. Donc ce n'est pas une république. Donc des complots. On peut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils n'ont pas envie que certaines choses soient diffusées. Donc on n'est pas même pas en république. La création monétaire, elle n'est pas publique. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas publiques. Donc, ou les contrats signés avec de grandes multinationales, des traités. Les contrats qui sont signés, qui sont secrets avec les compagnies de vaccins, Pfizer, etc., effectivement, on n'est pas en République. Après, c'est la galère pour essayer de... Et même avant, les traités de libre-échange avec le Canada, avec le Mexique, avec, là encore, récemment, je ne sais plus, Nouvelle-Zélande, Australie, enfin bon, ce genre de choses. Voilà. Nous pourrions être en République sans qu'il y ait la démocratie si au moins la politique a été publique. Effectivement, ça pourrait être des élus, une sorte d'oligarchie qui décide, mais de façon transparente. Donc déjà, on n'est même pas en République. Et on est encore moins en démocratie, puisque ce n'est pas des citoyens qui décident. On n'a pas de référendum d'initiative citoyenne. On n'a pas d'assemblée de citoyens tirés au sort. C'est quelques-uns qui décident sans l'accord du peuple. Voilà, donc oui, c'est ça, une petite oligarchie tendant vers la plutocratie. Oui, c'est la plutocratie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les révolutions anglaises et françaises, c'est que cette aristocratie qui était la base guerrière, qui avait son pouvoir par des sortes de compétitions guerrières, s'est transformée un peu en eugénocratie un peu feignante, c'est-à-dire qu'ils faisaient de moins en moins de combats, délégués d'autres personnes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la création monétaire par le papier, et ceux qui sont devenus en fait
créateur des faux monnayeurs illégaux, disait Maurice Allais, le prix Nobel d'économie. C'est-à-dire qu'en fait, comme il faisait la monnaie avec du papier, non plus avec de l'or ou de l'argent, eh ben, il pouvait créer beaucoup de monnaie et avoir le pouvoir par Par ce l'argent. biais. Et après, ben, ils ont été dans le sens du libéralisme, les physiocrates, la libéralisation du prix des grains, ce qui s'est passé au En XVIIIe France, siècle en ça c'est France. chez nous, oui, effectivement. Ce En qui a mené à France, la Révolution française finalement. oui, c'est-à-dire qu'on là, l'histoire actuelle, c'est nous faire croire que la Révolution française, c'est le peuple qui s'est battu contre le roi. Mais en fait, c'était les rois, Louis XV, Louis XVI, qui étaient des rois assez faibles, qui sont aussi fait avoir par les bourgeois, qui ont libéralisé le prix des grains, et les gens qui avaient de moins en moins accès à la nourriture qui devait être normalement assurée par le roi, Mhm, non pas avec des prix libres, mais avec justement des prix fixés, pour que mhm. tout le monde puisse se nourrir, qu'on ne puisse pas les stocker et spéculer dessus. Et donc, c'est un combat à trois, d'une certaine manière, où le peuple a été floué et une oligarchie a été remplacée par une autre, dans laquelle on est toujours. On est en plutocratie et Et non il a pas en même été démocratie. doublement floué parce qu'on lui a fait croire qu'on abolissait les privilèges de la noblesse. Oui, effectivement, mais il n'en restait plus grand-chose. Mais l'abolition des privilèges, c'était surtout l'abolition de toutes les chartes des corporations Oui. qui protégeaient les ouvriers, les artisans. Et à partir de là, ça nous a mené aux désastres sociaux du 19e siècle, notamment avec les horreurs, les mines, etc., qui ont tué tant de gens, et tant d'enfants en plus. Tout à fait. Et en 1791, il y a eu les lois Le Chapelier et la loi Dallard qui ont interdit les corporations, en fait, donc aux ouvriers, aux artisans de se rassembler. Ça a été en gros l'interdiction des syndicats qui a duré jusqu'en 1884. Mhm. Hein. Et après les lois scélérates pour empêcher des mouvements plus, disons, socialistes. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'histoire pour aller un peu plus loin, ce qui s'est passé avec l'évolution de l'individualisme, du capitalisme, et il y a un autre terme, je ne me rappelle plus lequel, individualisme, capitalisme et libéralisme, c'était le fait qu'il y a des nouvelles mesures, des innovations qui arrivent, et Mhm. c'est en fait les libéraux. D'accord. Alors, je vous remercie infiniment pour ce rappel historique. Le temps, malheureusement, qui nous est imparti, s'échappe à toute vitesse. Alors, concrètement, et sans dévoiler de secrets tactiques ou stratégiques qui pourraient mettre Decidemos ou Décidons nous-mêmes en difficulté, comment espérez-vous faire avancer vos idées à court, moyen et long terme, très rapidement, en quelques mots, en 3 mots? Alors, on voit pour les européennes, si on arrive à faire une liste, soit seul, soit avec d'autres groupes qui défendent en particulier le référendum d'initiative citoyenne, qui est la base, disons, minimale. Et après, ce qui est intéressant, c'est justement d'aller dans la communication pour aller vers les municipales où là, il peut y avoir des élus. Il y a déjà eu des élus, par exemple à Pantin, ils ont fait plus de 5% pour avoir un conseiller municipal. Il y a eu Marc Doyer qui a fait 16% à Breuil. Mhm. Donc, il y a des mouvements démocratiques où c'est facile avec la proportionnelle d'avoir des élus en partie. Oui, et surtout dans un système de subsidiarité, dirons-nous, en fait, finalement. C'est d'abord par des élus locaux, puis après, Les élus locaux déjà permettent de tester la démocratie dans des villages. Un maire, ça permet aussi d'avoir des grands électeurs pour qu'on puisse désigner par primaire Mhm, un citoyen qui sera le candidat pour la démocratie mhm. et continuer petit à petit à progresser. Bah écoutez, merci infiniment Lucas de Paris, membre fondateur de Decidemos et Décidons nous-mêmes. Je tiens à préciser à nos auditeurs que vous avez publié plusieurs écrits très intéressants et très fouillés sur la Constitution démocratique et républicaine, sur l'Union démocratique, ainsi qu'un lexique politique dont nous mettrons les liens pour nos auditeurs très avertis et surtout les auditeurs de Radio Courtoisie qui lisent beaucoup. Ces liens seront donc disponibles dans l'article de notre émission pour que les auditeurs puissent les consulter et se renseigner plus avant sur votre pensée et vos opinions et les directions, les stratégies que vous envisagez pour notre pays. Merci infiniment Lucas de Paris.